Le stylo tremblait encore dans ma main quand Julien est sorti par la porte, avec l'acte de divorce plié dans la poche intérieure de sa veste. Il n'a même pas lu correctement. 23 ans de mariage, se terminant par sa signature hâtive et mon silence calculé. Mais il y avait quelque chose dans ce document qu'il découvrirait trop tard, une seule phrase à la fin, écrite par moi, qui transformerait sa victoire en cauchemar. 6 jours plus tard, le téléphone a sonné à 7 heures du matin. C'était Maître Dubois, son avocat. La voix qui sonnait arrogante auparavant portait maintenant quelque chose de différent. De l'urgence, presque du désespoir. « Madame Perrin, nous devons parler de la clause que vous avez incluse. Qu'est-ce que signifie exactement « en vigueur uniquement après règlement total » J'ai raccroché sans répondre. Il a rappelé. Et encore. 17 fois cette semaine-là. Je m'appelle Sandrine Perrin. J'ai 49 ans, j'habite à Lyon, et pendant plus de 2 décennies, j'ai cru qu'être une bonne épouse signifiait céder, comprendre, pardonner. Julien me l'a très bien enseigné, jusqu'au jour où il m'a enseigné, sans le vouloir, la leçon la plus précieuse de toutes. Tout a commencé 3 mois auparavant, un après-midi gris d'octobre. Je revenais de la pharmacie avec les médicaments pour la tension de mon beau-père quand j'ai trouvé Julien dans le garage, appuyé contre l'Audi que nous avions acheté ensemble, parlant au téléphone. Il a raccroché trop vite en me voyant. Il a souri de cette façon, le sourire que je connaissais depuis mes 26 ans, quand nous nous sommes rencontrés dans un vignoble du Beaujolais. Mais quelque chose clochait. Ses yeux ne suivaient pas sa bouche. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit ce soir-là, après que notre fille Claire soit allée se coucher. Elle avait 21 ans et étudiait le droit à Paris. Elle ne venait nous voir que les week-ends. La maison semblait trop grande sans elle. Trop grande et trop silencieuse pour cacher ce qui était sur le point de s'effondrer. Julien n'a pas tourné autour du pot. Il a dit qu'il voulait divorcer. Que notre relation était devenue trop confortable, trop prévisible. Qu'il méritait de ressentir des papillons dans le ventre à nouveau. Des papillons. À 52 ans, marié, père de famille, associé d'un cabinet comptable respecté à Lyon, et il parlait de papillons comme un adolescent amoureux. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Je crois que mon corps ne comprenait pas encore que c'était réel. Je suis restée assise dans le fauteuil du salon, regardant les photos sur l'étagère, notre mariage à la basilique Notre-Dame de Fourvière, Claire bébé dans mes bras, des vacances en Provence, des Noëls en famille, 23 ans de souvenirs organisés chronologiquement dans des cadres en argent. « Tu vas accepter le divorce à l'amiable », a-t-il dit, non pas comme une question, mais comme un ordre. « Je serai juste. Tu gardes la maison, je prends l'appartement que j'ai acheté au centre. On partage le reste. » L'appartement du centre. Celui qu'il disait être un investissement. Celui que je n'avais jamais visité parce qu'il trouvait toujours des excuses. Il était en rénovation, il y avait des problèmes de plomberie, il fallait le repeindre. La vérité est arrivée 2 jours plus tard, apportée par Margot, mon amie d'enfance qui travaillait dans un office notarial. Elle est apparue à ma porte avec une expression qui mélangeait pitié et colère. « Sandrine, je dois te dire quelque chose », a-t-elle dit en entrant sans attendre d'invitation. Nous nous sommes assises dans la cuisine, cette cuisine où j'avais préparé des milliers de repas pour Julien, où j'assaisonnais ses plats préférés, où je réchauffais son café exactement comme il l'aimait, fort, sans sucre, avec un filet de lait froid. Margot m'a raconté que l'appartement était enregistré au nom de Julien et d'une autre personne, Anaïs Moreau, 29 ans, assistante administrative dans son cabinet. Ils avaient acheté le bien ensemble 8 mois auparavant. 8 mois. Pendant que je m'occupais de la maison, de ses vêtements, de sa nourriture, de sa mère malade, il construisait une vie parallèle avec une femme de 20 ans, sa cadette. Quelque chose en moi a gelé à cet instant. Ce n'était pas de la douleur, ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté, absolue et cristalline. J'ai passé les jours suivants comme si rien n'avait changé. J'ai continué à préparer le café de Julien tous les matins. J'ai continué à repasser ses chemises. J'ai continué à sourire quand il rentrait tard, à cause du travail. Mais la nuit, seule dans le bureau qu'il utilisait à peine, j'ai commencé à étudier. J'ai lu chaque document financier que j'ai trouvé, chaque relevé bancaire, chaque contrat. J'ai découvert des choses qui m'ont fait comprendre qui était vraiment Julien,
et qui j'avais été de naïve pour ne jamais y prêter attention. Le cabinet comptable, qu'il disait traverser des difficultés, avait facturé 4,3 millions d'euros l'année dernière. L'héritage qu'il avait reçu de son oncle et qu'il avait mal investi était placé dans des fonds offshore. L'appartement avec Anaïs n'était qu'un de 3 biens immobiliers enregistrés à son nom ces 5 dernières années. Pendant que j'économisais au supermarché et recousais les boutons de mes propres vêtements, Julien construisait un empire financier que je n'avais jamais vu. Une semaine après la conversation dans la cuisine avec Margot, Julien est rentré à la maison avec Maître Dubois. L'avocat avait cet air présomptueux de ceux qui pensent avoir affaire à une femme au foyer naïve. Ils ont posé des papiers devant moi, l'accord de divorce, déjà rédigé, déjà décidé. « C'est très généreux de la part de Julien », a dit Dubois en pointant avec son stylo Mont-Blanc. « Vous gardez la maison, il assume toutes les dettes du couple. Partage propre, sans complications. » Quelles dettes? Nous n'avions jamais eu de dettes, mais elles étaient là, décrites en petits caractères, des emprunts, des financements, des engagements qui totalisaient presque 200 000 euros. Tout au nom des deux, tout récent, tout faux, j'en étais certaine. Julien m'a regardé avec cette expression que je connaissais si bien. L'expression qui disait « signe vite, ne complique pas, tu ne comprends pas ces choses ». Pendant 23 ans, cette expression m'avait fait taire, m'avait fait accepter, m'avait fait me sentir petite. « Je ne vais pas signer ça », ai-je dit. Ma voix est sortie ferme, et cela m'a surprise. Julien et Dubois ont échangé un regard. « Sandrine, sois raisonnable », a commencé Julien. « Je vais rédiger mon propre accord », ai-je coupé. « Et vous allez le signer. » Le silence qui a suivi était délicieux. Maître Dubois a tenté de rire, comme si j'avais raconté une blague. Julien m'a juste fixé, essayant de comprendre si je bluffais. Je ne bluffais pas. J'ai passé 3 nuits éveillée, avec des piles de documents autour de moi, griffonnant, calculant, réécrivant. J'ai appelé Claire à Paris. Ma fille, qui était en 3e année de droit, m'a aidé à comprendre les détails juridiques. Quand elle a réalisé ce que son père avait fait, elle a pleuré au téléphone. « Maman, il ne peut pas te faire ça, on ne le laissera pas faire. » Le document final faisait 3 pages, simple, direct, et à la fin, une seule phrase qui changerait tout. Le présent accord de divorce et partage des biens sera en vigueur uniquement après le règlement total, de la part du demandeur, de toutes les sommes ici détaillées, incluant compensation pour contributions non rémunérées au patrimoine conjugal. J'ai apporté le document à Julien un jeudi soir. Il était dans le salon, regardant le journal télévisé, buvant le vin Châteauneuf du Pape que j'avais acheté spécialement. J'ai posé le document sur ses genoux. « Ton accord ?» ai-je dit. « Tu peux lire, tout est là. » Il a jeté un coup d'œil rapide, superficiel. Il a vu que j'acceptais le partage de la maison, que je ne demandais pas de pension, que je libérais les biens qu'il voulait tant protéger. Il a souri. Ce sourire de celui qui pense avoir gagné. « Je savais que tu serais raisonnable », a-t-il dit en prenant le stylo. J'ai signé en premier. Puis lui, Maître Dubois, qui l'avait appelé pour témoigner, a aussi signé. Tout très rapide. Tout très facile. Trop facile. Le lundi suivant, Julien avait déjà déménagé dans l'appartement avec Anaïs. Il n'a pris que les vêtements. Il a dit qu'il viendrait chercher le reste plus tard. Je suis restée seule dans la maison de 180 mètres carrés à Croix-Rousse, le quartier où nous vivions depuis la naissance de Claire. Et puis, 6 jours après la signature, le téléphone a commencé à sonner. D'abord, c'était Maître Dubois, puis un deuxième avocat, puis Julien lui-même, avec la voix bouleversée de quelqu'un qui a finalement compris. « Sandrine, qu'est-ce que tu as fait, bon sang? C'est quoi cette histoire de règlement? Règlement de quoi ?» J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. Mais les avocats ont continué d'appeler. Ils ont envoyé des lettres, des emails, jusqu'à ce que, un après-midi, Maître Dubois apparaisse personnellement à la porte de ma maison. « Madame Perrin, nous devons résoudre ça », a-t-il dit, tendu. « Qu'est-ce que vous avez exactement inclus dans cet accord? Mon client est préoccupé. » J'ai offert du café. Nous nous sommes assis à la même table où Julien avait signé le divorce sans lire. Et alors j'ai expliqué, avec tout le calme du monde, ce que « règlement total pour contribution non rémunérée au patrimoine conjugal » signifiait. Pendant 23 ans,
Je me suis occupée de la maison. J'ai élevé notre fille, j'ai cuisiné, j'ai nettoyé, j'ai géré le foyer pendant que Julien construisait sa carrière. Je n'ai jamais demandé de salaire, jamais demandé de reconnaissance. Selon la loi française, spécifiquement les articles sur le régime de communauté et la compensation pour travail domestique non rémunéré, j'avais droit à une compensation proportionnelle au patrimoine accumulé pendant le mariage. Et le montant de cette compensation? 640 000 €. Jusqu'à ce que Julien paie cela, chaque centime, le divorce ne serait pas valide. Il resterait marié avec moi. Et tout ce qu'il essaierait de faire avec Anaïs, acheter des biens immobiliers, ouvrir des comptes joints, n'importe quoi, serait juridiquement invalide. Maître Dubois a pâli. C'est absurde. Aucun juge n'acceptera ce montant. C'est déjà accepté, ai-je répondu calmement en poussant un autre document sur la table. J'ai déposé l'homologation la semaine dernière. La juge Marchand a reconnu la légitimité. Tout est documenté. Chaque année de travail non rémunéré. Chaque contribution. Tout est ici. J'ai vu le moment exact où il a compris. Le moment où il a réalisé que Julien n'avait pas été intelligent. Il avait été arrogant. Et l'arrogance a un prix. Il n'a pas cet argent disponible, a murmuré Dubois. Je sais. Ai-je répondu en prenant une gorgée de mon café. Il va devoir vendre certaines choses. Peut-être l'appartement avec Anaïs, peut-être les placements offshore, peut-être tout. L'avocat est parti sans finir son café. Ce soir-là, seul dans la maison silencieuse, j'ai ouvert une bouteille de Côtes-du-Rhône. J'ai appelé Claire qui est venue passer le week-end. Je lui ai tout raconté. Ma fille m'a serré fort dans ses bras et a dit « Maman, j'ai toujours su que tu étais forte, mais je n'imaginais pas à quel point. Moi non plus, je ne l'imaginais pas. Mais maintenant, je sais. Et vous, qui m'écoutez en ce moment, vous qui avez peut-être vécu quelque chose de similaire, ou connaissez quelqu'un qui l'a vécu, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Parfois, on a besoin de savoir qu'on n'est pas seul dans ce parcours. Et si cette histoire touche votre cœur, abonnez-vous à la chaîne. Il y a encore beaucoup plus à raconter. Mais avant que je vous raconte ce qui s'est passé, quand Julien a finalement frappé à ma porte, désespéré, essayant de tout inverser, vous devez comprendre une chose. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice. Et la différence entre les deux est là où réside toute la vérité de cette histoire. Les semaines qui suivirent la visite de Maître Dubois furent étrangement paisibles. Je me réveillais chaque matin dans cette maison que Julien avait si facilement abandonnée, et pour la première fois en 23 ans, je prenais mon café seul, sans me presser, sans calculer l'heure exacte où il faudrait qu'il soit prêt pour qu'il ne se plaigne pas. Claire venait me voir tous les week-ends maintenant. Ma fille avait changé depuis qu'elle savait la vérité sur son père. Elle était devenue plus protectrice, plus attentive. Un samedi matin, alors que nous marchions le long de la Saône, elle me prit la main comme elle le faisait petite et me dit quelque chose qui me bouleversa. « Maman, pendant toutes ces années, je croyais qu'un couple devait fonctionner comme vous. Papa qui décide, toi qui acceptes. Je pensais que c'était ça, l'amour. Maintenant, je sais que c'était juste de la soumission. » Je m'arrêtais net au milieu du pont Bonaparte. Les mots de ma fille résonnaient en moi comme une cloche qu'on ne peut plus faire taire. Avais-je vraiment enseigné ça à ma propre fille? Que l'amour ressemblait à l'effacement de soi? « Claire, » murmurai-je, la gorge serrée. « Je ne veux pas que tu penses que c'est de ta faute si je suis restée si longtemps. J'ai fait mes choix, mais maintenant, je fais de meilleurs choix. » Elle sourit, les larmes aux yeux, et nous continuâmes notre marche. Lyon était magnifique ce jour-là, avec ses couleurs d'automne qui embrasèrent les quais. Je réalisais que je n'avais pas vraiment regardé ma ville depuis des années. J'avais vécu en pilote automatique, les yeux fixés sur les besoins de Julien, sur ses horaires, ses préférences, son monde. Le téléphone continuait de sonner. Pas seulement Maître Dubois. Maintenant, c'était toute une équipe d'avocats. Ils essayaient différentes stratégies. D'abord la menace. « Madame Perrin, vous allez le regretter. Nous allons contester cet accord devant tous les tribunaux de France. » Puis la négociation. « Soyons raisonnables. Que diriez-vous de 300 000 ? C'est déjà très généreux. » Puis presque la supplication. « Madame, mon client est dans une situation délicate.
Il a des engagements, des responsabilités. Je ne répondais jamais, ou plutôt, je répondais toujours la même chose. Le montant est non négociable, 640 000 €. Quand ce sera payé intégralement, le divorce sera effectif, pas avant. Ce qui me fascinait, c'était de voir comment Julien essayait de continuer sa vie comme si de rien n'était. Margot me tenait informée. Elle avait des contacts partout. Apparemment, Julien et Anaïs avaient essayé d'acheter une maison à Villeurbanne. Mais quand les notaires avaient vérifié son statut marital, tout s'était effondré. Il était toujours légalement marié. À moi. Et en France, on ne peut pas acquérir un bien immobilier important avec quelqu'un d'autre que son conjoint sans que ça pose problème. Anaïs, selon mes sources, commençait à perdre patience. Les borboletas de Julien devaient avoir du plomb dans les ailes maintenant. Un mardi soir, 6 semaines après la signature, quelqu'un sonna à ma porte. Il était presque 22 heures. Je regardais par l'œilleton. C'était Julien. Seul. Il avait l'air épuisé, les traits tirés, les épaules voûtées. Presque rien à voir avec l'homme confiant qui m'avait demandé le divorce en parlant de borboletas. J'ouvris. Nous nous regardâmes pendant un long moment sans rien dire. « Je peux entrer ?» demanda-t-il finalement. « C'est encore ta maison, répondis-je, m'écartant. Du moins jusqu'à ce que le divorce soit effectif. » Il entra lentement, regardant autour de lui comme s'il découvrait les lieux. Rien n'avait changé. J'avais gardé tous les meubles, toutes les photos. Mais quelque chose était différent quand même. L'atmosphère. Ou peut-être juste moi. Nous nous assîmes dans le salon. Je ne lui offris pas de café. Cette époque était révolue. « Sandrine, il faut qu'on parle, commença-t-il. Sa voix était douce, presque suppliante. « Ce que tu as fait, c'est excessif, tu ne trouves pas ?» Excessif ? Je laissais le mot flotter entre nous. 23 ans de ma vie, 23 ans pendant lesquels j'ai renoncé à ma carrière d'infirmière pour m'occuper de ta maison, de ta fille, de tes parents. 23 ans à être celle qui s'adapte, qui cède, qui comprend. Et toi, pendant ce temps, tu bâtissais un empire financier que je n'ai jamais vu. Tu achetais des appartements avec ta maîtresse. Tu planifiais une nouvelle vie sans même me dire la vérité. Et tu oses me parler d'excès ? Il baissa les yeux. Je sais que je t'ai fait du mal. Je le reconnais. Mais là, tu me demandes l'impossible. 640 000 €? Tu sais très bien que je n'ai pas ça en liquidité. Alors vends, répondis-je calmement. Vends l'appartement avec Anaïs. Vends les autres biens que tu as cachés. Liquide tes investissements offshore. Tu as l'argent, Julien. Tu as juste peur de perdre ce que tu as accumulé sur mon dos. Il releva la tête brusquement. Sur ton dos, j'ai travaillé comme un fou pendant toutes ces années. J'ai fait vivre cette famille. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Ma voix montait malgré moi. Tu crois que tenir cette maison, c'était gratuit ? Tu crois qu'élever Claire toute seule pendant que tu faisais tes heures supplémentaires et tes soi-disant voyages d'affaires, ça n'avait pas de valeur ? J'aurais pu engager une femme de ménage, une cuisinière, une nounou, une gestionnaire. Calcule combien ça t'aurait coûté, Julien. Calcule le prix de tout ce que j'ai fait gratuitement parce que j'étais ta femme. Le silence retomba. Julien se passa la main sur le visage. Il avait vieilli, remarquai-je. Ou peut-être que c'était simplement la première fois que je le voyais vraiment, sans le filtre de l'amour ou de l'habitude. « Anaïs va me quitter si ça continue », dit-il doucement. « Elle dit qu'elle ne veut pas être avec un homme marié. Elle dit que je lui ai menti. »« Elle a raison, répondis-je. Tu lui as menti. Comme tu m'as menti. Je ne t'ai jamais menti, protesta-t-il. L'omission, c'est du mensonge, Julien. Chaque fois que tu rentrais de tes soi-disant réunions et que tu ne me disais pas que tu sortais d'un lit avec elle. Chaque fois que tu me faisais l'amour en pensant à elle. Chaque fois que tu signais des documents pour acheter des biens sans me le dire. Tout ça, c'était du mensonge. Il se leva brusquement, marcha jusqu'à la fenêtre. De là, on pouvait voir les lumières de Lyon qui scintillaient dans la nuit. Combien de fois avions-nous admiré cette vue ensemble, sa main dans la mienne, en parlant de l'avenir. Si je paie, dit-il sans se retourner, il ne me restera presque rien. Je devrais recommencer à zéro. Bienvenue dans mon monde, répondis-je. C'est exactement ce que tu m'as demandé de faire quand tu as voulu le divorce. Recommencer à zéro, à 49 ans, sans carrière,
sans économie propre, sans rien d'autre que cette maison. Il se retourna vers moi. Il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Du respect? De la peur? Je n'étais pas sûre. Tu as changé, Sandrine. Non, répondis-je en me levant à mon tour. Je suis redevenue celle que j'étais avant de croire que t'aimer signifiait disparaître. Il partit peu après. Je restai longtemps à la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Mon téléphone vibra. Un message de Claire. Comment ça s'est passé avec papa? Je souris. Ma fille avait toujours eu un sixième sens pour savoir quand j'avais besoin de soutien. Bien, tapais-je. Très bien même. Et c'était vrai. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais en paix. Pas parce que j'avais gagné quelque chose, mais parce que j'avais enfin repris ce qu'on m'avait volé, ma dignité. Les jours passèrent. Maître Dubois appela pour proposer un échéancier de paiement. Mon client peut verser 100 000 € immédiatement, puis le reste sur 2 ans. Je refusais. Paiement intégral, c'est ça ou rien. Ce que Julien ne comprenait pas, ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'est que ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de principe. Pendant 23 ans, j'avais cédé sur tout, sur le choix de notre maison, sur le prénom de notre fille, sur où passer les vacances, sur quand avoir des relations intimes, sur tout. Cette fois, je ne céderai pas. Novembre arriva avec ses pluies froides. Je commençais à chercher du travail. Oh, pas parce que j'en avais besoin financièrement, pas encore, mais parce que je réalisais que j'avais besoin de me reconstruire, de retrouver une identité au-delà de la femme de Julien. Mon ancien diplôme d'infirmière était toujours valable, mais 23 ans sans pratique, c'était long. Je m'inscrivis à une formation de remise à niveau. Les autres étudiantes avaient presque toute l'âge de Claire. Elles me regardaient avec curiosité au début, se demandant probablement ce que je faisais là. Mais quand je leur racontais mon histoire, pas tous les détails, juste l'essentiel, quelque chose d'étrange se produisit. Elles commencèrent à me voir différemment, pas comme une femme vieillissante qui essayait de retrouver sa place, mais comme quelqu'un qui leur montrait qu'il n'était jamais trop tard pour recommencer. Une d'entre elles, Léa, me dit un jour, « Vous savez, ma mère est dans une situation similaire. Mon père la trompe depuis des années et elle reste parce qu'elle pense qu'elle ne peut pas survivre seule. Je vais lui parler de vous. » Et là, j'ai compris quelque chose. Mon histoire n'était pas unique. Il y avait des milliers, peut-être des millions de femmes qui vivaient ce que j'avais vécu, qui s'effaçaient petit à petit, qui pensaient que c'était ça, le prix de l'amour. Un soir de décembre, alors que Lyon se parait de ses illuminations de Noël, Margot vint dîner à la maison. Nous ouvrîmes une bouteille de Beaujolais nouveau, notre tradition annuelle. Elle me regarda avec un sourire en coin. « Tu sais que toute la ville parle de toi ?» dit-elle. « Ah bon ?» L'histoire a fait le tour. La femme qui a piégé son mari avec une clause juridique. Tu es devenue une légende. Je ris. Une légende? J'ai juste utilisé la loi. C'est exactement ça qui impressionne les gens, répondit Margot. Tu ne t'es pas vengée. Tu n'as pas fait de scandale. Tu as juste été plus intelligente que lui. Plus intelligente. Le mot résonna en moi. Pendant des années, Julien m'avait fait croire que je ne comprenais rien aux affaires, à l'argent, au monde réel. Il avait cultivé mon ignorance comme on cultive une plante dont on veut contrôler la croissance. Mais il avait sous-estimé une chose. L'intelligence n'a rien à voir avec les diplômes ou la carrière. Elle a à voir avec la capacité d'apprendre, de s'adapter, de survivre. Et moi, j'avais survécu. 3 jours avant Noël, Maître Dubois m'appela personnellement. « Madame Perrin, mon client est prêt à verser la totalité de la somme. 640 000 €. Il vendra ses actifs et vous paiera, mais il a une condition. » J'attendis. Il veut que vous acceptiez de ne jamais parler publiquement de cette affaire. Aucune interview, aucun témoignage, aucune mention sur les réseaux sociaux. Il veut protéger sa réputation professionnelle. Je restai silencieuse un long moment. Julien voulait acheter mon silence en plus de sa liberté. « Dites à votre client que je vais réfléchir, » répondis-je finalement. Mais je n'avais pas besoin de réfléchir. Je savais déjà ce que j'allais faire. Le réveillon de Noël cette année-là fut différent de tous ceux que j'avais connus. Claire vint passer les fêtes avec moi, et pour la première fois depuis sa naissance, nous ne fîmes pas semblant d'être une famille unie,
Nous étions juste nous deux, mère et fille, dans cette grande maison qui résonnait de notre rire et de nos conversations. « Maman, tu vas accepter sa condition ?» me demanda Claire pendant que nous préparions la bûche de Noël, une recette que ma grand-mère m'avait transmise et que j'avais perfectionnée au fil des ans. Je pesai mes mots. Ton père veut acheter mon silence. Il pense que l'argent peut tout effacer. Mais ce n'est pas une question d'argent, Claire. Ça ne l'a jamais été. Ma fille me regarda avec ses yeux noisettes qui lui venèrent de moi, pas de Julien. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais accepter l'argent, répondis-je, en étalant la crème au beurre avec soin. Parce que c'est ce qui me revient de droit. Mais je ne signerai aucune clause de confidentialité. Si quelqu'un me demande mon histoire, je la raconterai. Pas pour me venger, mais parce que d'autres femmes ont besoin de savoir qu'elles peuvent se défendre. Claire sourit et continua de m'aider en silence. Plus tard dans la soirée, alors que nous regardions la neige tomber doucement sur Lyon depuis la fenêtre du salon, elle me dit quelque chose qui me toucha profondément. Papa m'a téléphoné hier. Il voulait savoir si je prenais son parti ou le tien. Mon cœur se serra. Et qu'est-ce que tu as répondu ? Que je ne prenais aucun parti, que je prenais le parti de la vérité. Il m'a demandé ce que ça voulait dire. Je lui ai dit que ça voulait dire que j'aimais mes deux parents, mais que j'étais fière de ma mère. Les larmes me montèrent aux yeux. Je serrai ma fille dans mes bras, cette jeune femme magnifique et forte que j'avais élevée, et je réalisais que malgré tout, malgré mes erreurs et mes silences, j'avais réussi quelque chose d'essentiel, lui apprendre la dignité. Le 2 janvier, Maître Dubois m'appela pour m'informer que Julien avait finalisé la vente de plusieurs biens et que l'argent serait transféré sur mon compte avant la fin du mois. « Et concernant la clause de confidentialité ?» demanda-t-il. « Je ne la signerai pas, » répondis-je fermement. « Dites à Monsieur Perrin qu'il peut garder son argent si c'est un problème, mais je ne me tairai pas. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Puis, il va accepter. Il n'a pas le choix de toute façon. Le 27 janvier, 640 000 € apparurent sur mon compte bancaire. Je restais longtemps à regarder ce chiffre sur l'écran de mon ordinateur. Ce n'était pas de la joie que je ressentais, ni de la satisfaction. C'était quelque chose de plus profond, une forme de reconnaissance. Le système, la loi, la justice reconnaissaient enfin que mon travail, ma contribution, ma vie avaient eu de la valeur. 2 jours plus tard, je reçus les papiers du divorce finalisés. Julien et moi n'étions plus mariés. Après 23 ans et quelques mois, je redevenais Sandrine Perrin, célibataire. Je m'attendais à ressentir de la tristesse. Mais ce qui vint, ce fut du soulagement et de l'excitation. Comme si une porte s'ouvrait sur une vie que je n'avais jamais eu la permission d'imaginer. Margot m'emmena fêter ça dans notre restaurant préféré, le Bouchon des Filles, dans le Vieux-Lyon. Nous commandâmes du vin et des quenelles, ces spécialités lyonnaises que j'adorais, mais que Julien trouvait trop lourdes. Nous rîmes, parlâmes, refîmes le monde, comme nous le faisions quand nous avions 20 ans et que tout semblait possible. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» me demanda Margot en trinquant avec moi. « Je vais vivre », répondis-je simplement. « Pour la première fois depuis très longtemps, je vais vivre. » Et c'est exactement ce que je fis. Avec une partie de l'argent, je finançais complètement les études de Claire. Elle n'aurait plus besoin de travailler à mi-temps pour payer ses frais. Elle pourrait se concentrer sur son diplôme de droit. « Maman, c'est trop !» protesta-t-elle quand je lui annonçai. « C'est parfait », répondis-je. « C'est ton héritage, celui que tu mérites. » Avec une autre partie, j'investis dans une petite affaire que Margot et moi avions toujours rêvé de monter. Un salon de thé spécialisé dans les pâtisseries faites maison avec des recettes que nous avions apprises de nos grands-mères. Ce n'était pas un empire financier comme celui de Julien, mais c'était à nous, c'était notre création. Le reste, je le mis de côté, pour ma retraite, pour les imprévus, pour la liberté. En février, je croisai Julien par hasard dans une rue de Lyon. Il était avec Anaïs. Elle était jolie, c'est vrai, avec cette beauté fraîche de la jeunesse. Mais elle avait quelque chose dans le regard, une dureté peut-être, que je n'avais pas remarquée sur les photos que j'avais vues. Julien me vit et s'arrêta. Anaïs le regarda, surprise. Il y eut un moment de flottement, puis il s'approcha de moi. « Sandrine, comment vas-tu ?»« Très bien, répondis-je honnêtement. »« Et toi ? » ?»« Ça va. »
Il jeta un coup d'œil à Anaïs qui attendait à quelques mètres, visiblement agacée. Je voulais te dire merci. Pour Claire, pour avoir payé ses études. C'est généreux. Je souris doucement. Ce n'est pas de la générosité, Julien. C'est de la justice. Cet argent, c'est le mien. Et je l'utilise comme je veux. Il hocha la tête, mal à l'aise, puis plus bas. Tu sais, tu avais raison. Sur beaucoup de choses. Je m'en rends compte maintenant. Tant mieux pour toi, répondis-je sans amertume. J'espère que tu en feras quelque chose. Je le laissai là et continuai mon chemin. Je ne me retournai pas. Ce soir-là, je reçus un appel inattendu. C'était une journaliste d'un magazine féminin lyonnais. « Madame Perrin, votre histoire circule beaucoup. J'aimerais vous interviewer. Beaucoup de femmes aimeraient savoir comment vous avez fait. » J'hésitais. Puis je pensais à toutes ces femmes que j'avais rencontrées pendant ma formation, à leurs histoires, à leurs peurs. Je pensais à la mère de Léa qui restait avec un mari infidèle parce qu'elle pensait qu'elle n'avait pas le choix. « D'accord, dis-je, mais à une condition. Je veux que l'article soit accompagné d'informations juridiques pratiques. Je veux que les femmes sachent quels sont leurs droits. Vraiment. » L'interview fut publiée en mars. Le magazine reçut plus de 2000 lettres et emails de femmes qui partagèrent leurs propres histoires. Certaines demandèrent des conseils, d'autres voulaient juste dire merci. Quelques-unes racontaient comment elles avaient trouvé le courage de quitter leur situation grâce à mon témoignage. Je répondis à chacune d'entre elles, personnellement. Cela me prit des semaines, mais c'était important, parce que je savais ce que c'était que de se sentir seule, piégée, invisible. Un jour d'avril, alors que le printemps faisait renaître Lyon dans toute sa splendeur, je reçus une lettre particulière. Elle venait d'Anaïs. « Madame Perrin », écrivait-elle d'une écriture appliquée. « Je sais que je suis la dernière personne dont vous voudriez avoir des nouvelles, mais je devais vous écrire. Julien et moi nous sommes séparés. Il est devenu différent après le divorce, amer, contrôlant. J'ai réalisé que vous aviez raison de partir. J'aurais aimé avoir votre force. Merci de m'avoir montré qu'il était possible de dire non. » Je relus la lettre plusieurs fois. Une partie de moi voulait éprouver de la satisfaction, mais ce que je ressentais était plus proche de la compassion. Anaïs était jeune. Elle apprendrait. Comme moi, j'avais appris. Je ne lui répondis pas. Certaines leçons doivent être apprises seules. En mai, notre salon de thé ouvrit ses portes. Les délices de Margot et Sandrine devinrent rapidement un lieu prisé du quartier. Pas seulement pour les pâtisseries, bien que mes tartes aux pralines roses fussent très demandées, mais aussi pour l'atmosphère. Les femmes venaient, parlaient, partageaient. C'était devenu un lieu de solidarité sans que nous l'ayons vraiment voulu. Claire termina son année universitaire avec mention. Elle m'appela, folle de joie. « Maman, j'ai eu mon diplôme. Et tu sais quoi? Je veux me spécialiser en droit de la famille. Je veux aider les femmes comme toi. » Mon cœur déborda de fierté. Non pas parce qu'elle voulait devenir avocate, bien que j'en fusse heureuse, mais parce qu'elle voulait utiliser ses talents pour aider les autres. C'était ça, le vrai héritage que je lui avais transmis. Un soir de juin, alors que je fermais le salon, une femme d'une 60aine d'années entra précipitamment juste avant que je ne verrouille la porte. « Je suis désolée, » dit-elle essoufflée. « Je sais qu'il est tard, mais je devais vous voir. » Je la fis entrer. Nous nous assîmes et elle me raconta son histoire, une histoire qui ressemblait tellement à la mienne que j'en eus froid dans le dos. Son mari qui voulait divorcer après 35 ans de mariage. Elle qui ne savait pas quoi faire. Elle qui se sentait perdue. Je l'écoutais, puis je lui parlais. Je lui expliquais les lois, les droits, les options. Je lui donnais les coordonnées de bons avocats. Mais surtout, je lui dis la chose la plus importante. Vous n'êtes pas seul, et vous valez beaucoup plus que ce qu'il vous a fait croire. Elle partit 1 heure plus tard, les yeux rouges, mais le dos un peu plus droit. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je réalisais quelque chose. Mon histoire avec Julien n'était pas finie à cause de la vengeance ou de l'argent. Elle était finie parce que j'avais enfin compris que ma valeur ne dépendait pas de lui, ni de personne d'autre. Elle dépendait de moi. L'été arriva avec sa chaleur étouffante sur Lyon. Les touristes envahissaient le vieux Lyon, les terrasses débordèrent de vie, et pour la première fois depuis des décennies, je me sentais faire partie de cette vie plutôt que de simplement la regarder passer. Le salon de thé marchait au-delà de nos espérances.
Margot et moi avions même dû embaucher 2 employés pour nous aider. L'une d'elles, Sophie, était une jeune femme de 25 ans qui sortait tout juste d'un divorce difficile. Nous ne lui avions pas demandé son histoire. Elle nous l'avait racontée d'elle-même, un jour où il n'y avait pas de clients et où la pluie tambourinait contre les vitres. « Vous savez ce qui m'a donné le courage de partir ?» nous dit-elle en essuyant une larme. « L'article sur vous dans le magazine. Ma mère me l'a montré. Elle m'a dit « Regarde, même après 23 ans, on peut recommencer. » Alors j'ai osé. Ces mots me touchèrent plus que je ne saurais l'exprimer. Mon histoire, que j'avais d'abord vécue dans la solitude et parfois la honte, devenait quelque chose de plus grand. Elle devenait un phare pour d'autres. Mais tout n'était pas rose. Il y avait des jours difficiles, des moments où la solitude me pesait, des nuits où je me réveillais dans cette grande maison vide et où je me demandais si j'avais fait le bon choix. Le divorce, même quand il est nécessaire, même quand il est libérateur, reste une perte. La perte d'un rêve, d'une vie imaginée, d'une version de soi qu'on ne sera jamais plus. Claire le remarqua lors d'une de ses visites. « Maman, tu sembles triste ces jours-ci. Ça va ?» Je lui souris. « Je vais bien, ma chérie. C'est juste que guérir n'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas, et c'est normal. » Elle vint s'asseoir près de moi sur le canapé, posa sa tête sur mon épaule comme quand elle était petite. « Tu sais ce que tu m'as appris? Que la force, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de toujours se relever. » En juillet, je reçus une invitation inattendue. Un collectif d'avocates spécialisés en droit de la famille organisait une conférence sur les droits des femmes dans le divorce et voulait que je témoigne. « Votre histoire illustre parfaitement les mécanismes de manipulation économique dans les couples et comment les femmes peuvent se protéger », m'expliqua l'organisatrice au téléphone. J'acceptais, même si l'idée de parler en public me terrifiait. Le jour de la conférence, je me retrouvais devant une salle remplie de 150 personnes, des femmes pour la plupart, de tous âges, de tous horizons. Je racontais mon histoire, pas avec amertume, mais avec honnêteté. Je parlais des signaux que j'avais ignorés, des moments où j'aurais dû dire non, mais où j'avais dit oui, de la manière dont Julien avait lentement érodé ma confiance en moi. Mais je parlais aussi de ma reconstruction, de ma décision de ne plus être une victime, d'utiliser la loi pour obtenir justice. Quand je terminais, il y eut un silence. Puis une femme au fond de la salle se leva et applaudit. Puis une autre, et encore une autre. Bientôt, toute la salle était debout, applaudissant non pas moi, mais ce que je représentais. La possibilité de se défendre, de se reconstruire, de recommencer. Après la conférence, des dizaines de femmes vinrent me parler. Certaines pleuraient, d'autres voulaient juste me serrer la main. Une femme d'environ mon âge me dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Pendant 40 ans, j'ai cru que quitter mon mari signifiait échouer. Vous m'avez fait comprendre que rester aurait été l'échec. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me sentis différente, plus grande, pas à cause de la reconnaissance ou des applaudissements, mais parce que j'avais transformé ma douleur en quelque chose d'utile. J'avais pris mon histoire personnelle et j'en avais fait un outil pour aider d'autres. En août, Claire m'annonça qu'elle avait rencontré quelqu'un, un jeune homme de son âge qui étudiait également le droit. « Il est différent de papa », me dit-elle avec un sourire. « Il m'écoute, il respecte mes opinions, il ne cherche pas à me contrôler. C'est la base, lui répondis-je. Ce n'est pas exceptionnel, ma chérie, c'est le minimum qu'on devrait attendre. » Elle me regarda avec intensité. « Tu crois que tu vas rencontrer quelqu'un, toi aussi ?» La question me surprit. Je n'y avais pas vraiment pensé. « Peut-être, » répondis-je honnêtement, « ou peut-être pas, mais ce n'est plus mon objectif. Mon objectif, c'est d'être heureuse, seule ou accompagnée. » En septembre, un événement inattendu se produisit. Je reçus un appel de Maître Dubois, l'avocat de Julien. Il voulait me rencontrer, pas pour une affaire légale, tout était réglé de ce côté-là, mais pour une conversation personnelle. Nous nous retrouvâmes dans un café près de la place Bellecour. Il avait l'air mal à l'aise, tripotant sa tasse de café sans la boire. « Madame Perrin, je voulais m'excuser, » commença-t-il. « Pendant toute cette affaire, j'ai pensé que vous étiez. Eh bien, que vous étiez une femme amère qui voulait se venger. Mais j'ai compris depuis que je me trompais. Vous vouliez juste la justice. » Je le regardais surprise.
Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Il soupira. Ma propre fille. Elle a 30 ans. Elle vient de divorcer d'un homme qui la manipulait depuis des années. Et quand elle est venue me demander conseil, j'ai réalisé que je lui aurais donné exactement les mêmes conseils que ceux que vous avez suivis. Et j'ai eu honte de la manière dont je vous ai traité. Et nous parlâmes longtemps ce jour-là. Il me raconta comment l'affaire avait changé sa pratique professionnelle. Comment il prêtait maintenant plus d'attention aux dynamiques de pouvoir dans les couples. Comment il encourageait ses clientes à ne pas accepter n'importe quel accord juste pour en finir rapidement. Vous avez eu un impact, me dit-il avant de partir. Plus que vous ne le pensez. L'automne revint avec ses couleurs chaudes et ses journées qui raccourcissaient. Cela faisait presque 1 an maintenant depuis le divorce. 1 an depuis que j'avais signé ce document avec ma clause secrète. 1 an depuis que ma vie avait basculé. Un jour d'octobre, alors que je travaillais au salon de thé, une jeune femme entra. Elle avait un bébé dans les bras et un air épuisé. Elle commanda un thé et s'assit dans un coin. Je la vis essuyer discrètement des larmes. Je m'approchai doucement. « Ça va? Je peux faire quelque chose ?» Elle leva les yeux vers moi. « Vous êtes Sandrine Perrin, n'est-ce pas? Celle de l'article ?» J'acquiesçai. « J'ai besoin d'aide, » murmura-t-elle. « Mon mari. Il contrôle tout. L'argent, les sorties, même mes contacts avec ma famille. Et maintenant qu'on a le bébé, je me sens piégée. Je ne sais pas quoi faire. » Je m'assis en face d'elle. Et pendant l'heure qui suivit, je l'écoutais. Puis je lui parlais. Je lui donnais des numéros de téléphone, des adresses d'associations, des noms d'avocates, mais surtout, je lui dis ce que quelqu'un aurait dû me dire il y a 23 ans. Vous méritez mieux. Et vous avez le pouvoir de changer les choses. Quand elle partit, elle avait l'air un peu plus forte, un peu plus confiante. Ce soir-là, je réalisais quelque chose. Mon histoire avec Julien ne se terminait pas par le divorce ou par l'argent. Elle se terminait par toutes ces femmes que j'aidais maintenant, par toutes ces conversations qui changeaient peut-être des vies, par ce choix que j'avais fait de transformer ma douleur en force et ma force en service. En novembre, j'eus des nouvelles de Julien. Non pas directement. Nous ne nous parlions plus, mais par Claire. « Papa a perdu son plus gros client », me dit-elle au téléphone. « Apparemment, l'histoire de votre divorce a fait le tour du milieu des affaires. Certains clients trouvent son comportement peu professionnel. » Je ne ressentis pas de joie à cette nouvelle, ni de tristesse. Juste une forme d'indifférence. Julien n'était plus mon problème. Il n'était plus ma responsabilité émotionnelle. « Comment il va ?» demandai-je quand même, par politesse. Claire hésita. « Pas bien, je crois. Il est seul maintenant. Anaïs est partie. Ses amis ont pris leur distance. Il commence à comprendre ce qu'il a perdu. »« Ce n'est pas moi qui l'a perdu, » répondis-je doucement. « C'est lui-même. » Décembre arriva de nouveau. 1 an exactement depuis cette première confrontation avec Maître Dubois. 1 an depuis que j'avais commencé à reprendre ma vie en main. Claire vint passer Noël avec moi, accompagnée de son nouveau compagnon, Thomas. C'était un jeune homme doux et respectueux qui regardait ma fille avec admiration, mais pas avec possession. Je l'aimais immédiatement. Le soir du réveillon, alors que nous dînions tous ensemble, Claire, Thomas, Margot et son mari, Sophie de la pâtisserie et quelques autres amis, je regardais autour de moi et réalisais quelque chose. J'avais une famille. Pas celle que j'avais imaginée à 26 ans quand j'avais épousé Julien. Pas celle des photos parfaites et des dimanches en famille nucléaire, mais une famille choisie, faite de liens d'amitié, de respect mutuel, de soutien inconditionnel. Je voudrais porter un toast, dis-je en levant mon verre. Tout le monde se tut et me regarda. À cette année, aux fins qui sont aussi des débuts, aux femmes qui se relèvent, et à nous tous qui prouvons chaque jour qu'il n'est jamais trop tard pour choisir sa vie plutôt que de la subir. Nous trinquâmes, et dans le tintement des verres, dans les sourires de ces gens que j'aimais, je trouvais quelque chose que je n'avais pas eu pendant longtemps. La paix. Le printemps de ma 50e année fut différent de tous ceux qui l'avaient précédé. Ce n'était pas juste une nouvelle saison, c'était une nouvelle vie. Le salon de thé était devenu bien plus qu'une simple pâtisserie. C'était devenu un lieu de rassemblement, presque un centre communautaire pour femmes. Margot et moi avions commencé à organiser des rencontres mensuelles où des avocates, des psychologues,
Des conseillères financières venaient donner des informations gratuites aux femmes qui en avaient besoin. « Tu as créé quelque chose d'important », me dit un jour Margot en regardant la salle remplie de femmes de tous âges venues écouter une conférence sur la gestion financière après un divorce. Ce n'est plus juste notre rêve de petite pâtisserie, c'est un mouvement. Elle avait raison. Sans que je l'aie vraiment planifié, mon histoire personnelle était devenue le catalyseur de quelque chose de plus grand. Des femmes venaient de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes pour nos événements. Certaines me demandaient conseil. D'autres voulaient juste partager leur histoire et savoir qu'elles n'étaient pas seules. Un après-midi de mai, une femme élégante d'une 60aine d'années entra dans le salon et demanda à me parler en privé. Nous nous installâmes dans le petit bureau à l'arrière. « Madame Perrin, je suis juge aux affaires familiales à la Cour d'appel de Lyon », commença-t-elle. « Je vois passer des centaines de cas de divorce chaque année. Et je dois vous dire que votre affaire a fait jurisprudence. D'autres avocats utilisent maintenant votre stratégie pour protéger leurs clientes. Vous avez changé quelque chose dans notre système. » Je restais sans voix. Je n'avais jamais imaginé que ma simple décision de me défendre aurait un impact au-delà de ma propre vie. « Mais je ne suis pas venue juste pour vous dire ça, » continua-t-elle. « Je voulais vous proposer quelque chose. Accepteriez-vous de former un petit groupe de femmes bénévoles pour accompagner d'autres femmes dans leur procédure de divorce ? Pas pour donner des conseils légaux, nous avons des avocats pour ça, mais pour offrir un soutien moral et pratique. Vous savez, le genre de soutien qu'on ne trouve ni dans les cabinets d'avocats, ni dans les tribunaux. » J'acceptais sans hésiter. 2 mois plus tard, notre programme Femmes solidaires était lancé. Nous étions 15 bénévoles, toutes des femmes qui avaient traversé des divorces difficiles et qui voulaient aider d'autres à faire de même. Nous accompagnions les femmes au rendez-vous avec les avocats, nous les aidions à rassembler leurs documents, nous leur expliquions leurs droits dans un langage simple. Mais surtout, nous les écoutions. Nous leur disions qu'elles n'étaient pas folles, pas excessives, pas méchantes, qu'avoir des limites était sain, que se défendre n'était pas de l'égoïsme. Claire termina ses études de droit cette année-là et décrocha un stage dans un cabinet spécialisé en droit de la famille. Elle m'appelait souvent pour me raconter ses cas, me demander conseil. « Maman, j'ai une cliente qui me rappelle tellement toi il y a 2 ans. Elle pense qu'elle ne mérite rien parce que son mari lui a dit qu'elle n'a jamais vraiment contribué au couple. Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Je lui ai dit ce que tu m'as appris. Que l'amour sans respect n'est pas de l'amour. Que le mariage est un partenariat, pas un sacrifice. Et que si quelqu'un te fait sentir que tu vaux moins, c'est lui qui a un problème, pas toi. » Mon cœur se gonfla de fierté. Ma fille avait appris la leçon que j'avais mis 23 ans à comprendre. Un jour de septembre, je reçus une lettre. L'enveloppe était élégante, l'écriture soignée. Je l'ouvris avec curiosité. C'était de Julien. « Chère Sandrine », commençait-il. « Pas ma chère, ou simplement Sandrine. Chère, comme on écrit à quelqu'un qu'on respecte, mais qu'on ne connaît plus vraiment. Je t'écris après avoir longuement réfléchi. Je sais que nous ne nous sommes plus parlé depuis des mois et que tu n'as aucune raison de lire cette lettre, encore moins d'y répondre. Mais j'ai besoin de te dire certaines choses. J'ai passé cette année à regarder ma vie s'effondrer. J'ai perdu des clients, des amis, ma réputation. Anaïs est partie. Elle a rencontré quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus jeune, et je comprends maintenant l'ironie de la situation. Mais plus que tout ça, j'ai perdu le respect de Claire. Ma propre fille me regarde comme si j'étais un étranger. Et je le suis devenu, je suppose. Au début, j'étais en colère contre toi. Je te trouvais calculatrice, vengeresse. Je me disais que tu avais profité de ma confiance. Mais en vérité, c'est l'inverse. C'est moi qui ai profité de ta bonté, de ta patience, de ton amour pendant 23 ans. C'est moi qui ai pris sans jamais vraiment donner. J'ai commencé une thérapie. Mon thérapeute m'a fait comprendre des choses sur moi-même que je n'avais jamais voulu voir. Mon besoin de contrôle, ma peur de la vulnérabilité, ma tendance à valoriser les gens en fonction de ce qu'ils pouvaient m'apporter plutôt que pour ce qu'ils étaient. Je ne t'écris pas pour demander ton pardon. Je ne le mérite pas et je ne m'attends pas à l'obtenir. Je t'écris juste pour te dire merci. Merci de m'avoir montré qui j'étais vraiment. Merci de ne pas avoir accepté d'être traité comme moins que ce que tu vaux.
Merci d'avoir été assez forte pour nous deux quand j'étais trop lâche pour l'être. J'espère que tu es heureuse. Tu le mérites plus que personne. Julien. Je relus la lettre plusieurs fois. Il n'y avait pas d'excuse directe, pas de demande de réconciliation. Juste une reconnaissance. Tardive, certes, mais sincère. Je ne lui répondis pas. Certaines portes, quand elles se ferment, doivent le rester. Mais je gardais la lettre. Pas par sentimentalité, mais comme rappel que les gens peuvent changer. Peut-être pas assez pour réparer ce qu'ils ont brisé, mais assez pour ne plus briser d'autres choses. En octobre, notre programme Femmes solidaires reçut une subvention de la ville de Lyon. Nous pouvions maintenant agrandir nos actions, toucher plus de femmes, offrir plus de services. Nous organisâmes une grande soirée de lancement au cours de laquelle je dus faire un discours. Debout devant 300 personnes, femmes, avocates, juges, politiciennes, simples citoyennes. Je racontais encore une fois mon histoire. Mais cette fois, ce n'était plus une histoire de douleur, c'était une histoire de transformation. Il y a 2 ans, commençai-je, j'étais une femme qui pensait que son rôle était de se faire petite pour que son mari puisse briller. Aujourd'hui, je suis une femme qui sait que nous pouvons toutes briller ensemble, que notre lumière n'enlève rien à personne. Ce que j'ai appris, c'est que la vraie force n'est pas de ne jamais tomber. C'est de décider de se relever. Ce n'est pas de ne jamais avoir peur. C'est d'agir malgré la peur. Ce n'est pas de ne jamais faire d'erreurs. C'est d'apprendre de nos erreurs et de faire mieux. J'ai fait confiance à un homme qui ne le méritait pas. J'ai donné 23 ans de ma vie à un mariage qui n'était pas équitable. Mais je ne regrette rien. Parce que ces 23 ans m'ont donné ma fille. Ils m'ont appris la patience, la résilience, la force. Et quand j'ai enfin décidé de dire non, j'avais toutes les ressources nécessaires pour le faire efficacement. À toutes les femmes qui m'écoutent ce soir, celles qui sont dans des situations difficiles, celles qui se demandent si elles méritent mieux, celles qui ont peur de partir parce qu'elles ne savent pas si elles vont survivre, je veux dire ceci. Vous êtes plus fortes que vous ne le pensez. Vous avez plus de ressources que vous ne le croyez. Et vous n'êtes jamais, jamais seul. À l'ovation qui suivit me fit monter les larmes aux yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de gratitude pour cette vie que j'avais reconstruite, pour ces femmes qui me faisaient si confiance, pour cette version de moi-même que j'avais enfin le courage d'être. 1 an passa encore. Ma 51e année fut paisible, productive, heureuse. Le salon de thé prospérait. Le programme Femmes solidaires aidait des centaines de femmes. Claire se fiança avec Thomas et m'annonça qu'il voulait que je co-organise leur mariage avec la mère de Thomas. Pas pour me remplacer par elle, mais pour créer une nouvelle famille élargie. « Maman », me dit-elle un jour où nous discutions des préparatifs, « tu m'as montré que l'amour ne devrait jamais demander qu'on devienne plus petite. Thomas m'a choisie parce que je suis forte, indépendante, ambitieuse, pas malgré ses qualités, grâce à elle. Et c'est toi qui m'as appris que je méritais ça. » J'avais 52 ans quand je rencontrais Philippe, non pas parce que je le cherchais, mais parce que la vie, quand on lui fait de la place, a une façon étrange de nous surprendre. Il était architecte, veuf depuis 5 ans, père de 2 fils adultes. Il vint au salon de thé un après-midi pluvieux et commanda une tarte au citron, ma spécialité. Nous parlâmes, puis nous parlâmes encore, et encore. Ce qui me plut chez lui, ce ne fut pas qu'il me complimentait ou me poursuivait. C'était qu'il me respectait, qu'il écoutait vraiment quand je parlais, qu'il ne cherchait pas à me changer ou à me diriger, qu'il aimait la femme que j'étais devenue, pas celle que j'aurais pu être pour lui faciliter la vie. Nous sortîmes ensemble pendant 6 mois avant même de nous embrasser. Je voulais être sûre de lui, de moi, de nous. Quand je le présentai à Claire, elle me prit à part et me dit « Maman, il te regarde comme Thomas me regarde, avec admiration, pas avec possession. » C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Aujourd'hui, 3 ans après ce jour où j'ai signé mon propre accord de divorce avec une clause qui a tout changé, je me tiens sur le balcon de ma maison à Lyon et je regarde le soleil se coucher sur la ville. Philippe est dans la cuisine en train de préparer le dîner. Il insiste toujours pour cuisiner quand il vient. Claire et Thomas viennent dîner aussi, avec leur nouveau bébé, mon premier petit-fils.
Margot et son mari passeront plus tard pour le dessert. Ma vie n'est pas parfaite, mais elle est mienne, vraiment mienne. Pour la première fois depuis que j'ai 26 ans, je ne vis pas la vie que quelqu'un d'autre a choisie pour moi. Je vis la vie que j'ai construite, brique par brique, décision par décision, non par non. Les gens me demandent souvent si je regrette ces 23 ans avec Julien, si je me sens amère, si je voudrais effacer tout ça et recommencer différemment. Et ma réponse est toujours la même. Non. Ces 23 ans ont fait de moi celle que je suis. Ils m'ont appris ce que je ne voulais plus accepter. Ils m'ont montré de quoi j'étais capable quand je décidais de me battre. Ils m'ont donné Claire, le plus beau cadeau de ma vie. Je ne regrette pas le passé, mais je refuse de le répéter. Quand Julien m'a demandé le divorce, il pensait qu'il prenait le contrôle. Il pensait qu'il dictait les termes. Il pensait qu'il gagnait. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que parfois, perdre ce qu'on croyait vouloir est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Parce que ça nous force à devenir qui nous sommes vraiment censés être. Son grande erreur ne fut pas de demander le divorce. Ce fut de sous-estimer qui j'étais capable de devenir. Et mon plus grand succès ne fut pas de gagner cet argent ou de le piéger avec ma clause. Ce fut de découvrir que je valais bien plus que ce que quiconque, y compris moi-même, avait jamais imaginé. Le téléphone de Maître Dubois a fini par arrêter de sonner. Julien a payé. Le divorce est devenu effectif. Et la vie a continué. Mais l'histoire, elle, ne s'est jamais vraiment terminée. Parce que chaque fois qu'une femme vient au salon de thé et me raconte qu'elle a trouvé le courage de partir, chaque fois que Claire défend une cliente qui se croyait sans recours, chaque fois qu'une lettre arrive d'une inconnue qui dit « Merci de m'avoir montré que c'était possible », l'histoire continue. Elle continue dans toutes ces femmes qui choisissent de ne plus accepter moins que ce qu'elles méritent. Elle continue dans toutes ces filles qui grandissent en sachant que l'amour ne devrait jamais demander l'effacement de soi. Elle continue dans tous ces changements, petits et grands, qui font qu'un jour peut-être, aucune femme n'aura à vivre ce que j'ai vécu. Mon mari a forcé le divorcio après 23 ans. Il pensait que c'était son grand mouvement, son grand pouvoir. Mais il s'est trompé. Ce fut le mien. Est-ce que vous auriez eu ce courage? Je me pose cette question moi-même parfois, quand je repense à cette femme que j'étais il y a 3 ans, celle qui tremblait en signant son propre divorce, celle qui ne savait pas encore qu'elle venait de reprendre sa vie en main. Si quelqu'un m'avait dit, à l'époque, que mon histoire toucherait des milliers de personnes, je ne l'aurais pas cru. Parce que à ce moment-là, je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais juste fatiguée de disparaître. Aujourd'hui, je vous ai raconté mon parcours, non pas pour que vous m'admiriez, mais pour que vous vous reconnaissiez peut-être dans certains passages. Pour que vous compreniez qu'il n'est jamais trop tard pour dire non. Jamais trop tard pour exiger le respect qu'on mérite. Jamais trop tard pour se souvenir qu'on a de la valeur, même quand quelqu'un a passé des années à nous faire croire le contraire. Ce que j'ai appris, c'est que l'amour véritable ne demande jamais qu'on devienne plus petite. Il ne demande pas le silence. Il ne demande pas l'effacement. L'amour qui exige qu'on renonce à soi-même n'est pas de l'amour. C'est du contrôle déguisé en affection. Et reconnaître cette différence peut sauver une vie entière. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ont peut-être vécu des situations similaires. Peut-être que vous êtes encore dans cette situation en ce moment même. Peut-être que vous vous demandez si vous avez le droit de partir, si vous méritez mieux, si c'est égoïste de penser à votre propre bonheur après tant d'années données à quelqu'un d'autre. Je veux que vous sachiez quelque chose. Prendre soin de soi n'est jamais de l'égoïsme, c'est de la survie. J'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de mon histoire. Est-ce que vous auriez pris la même décision que moi? Est-ce que vous auriez eu la force de rédiger cet accord, de tenir bon face aux pressions, de transformer votre douleur en action? Ou peut-être auriez-vous fait autrement, trouvé une autre voie vers votre liberté? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste votre vérité, et elle mérite d'être entendue. Laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez. Que vous soyez à Lyon, à Paris, à Marseille, à Bordeaux, ou n'importe où dans le monde francophone, j'aimerais savoir que vous êtes là. Parce que chaque commentaire que je lis me rappelle que nous ne sommes pas seuls. Que nos histoires, même les plus douloureuses,
crée des ponts entre nous. Que partager notre parcours donne de la force à celles qui en ont besoin. Si mon histoire vous a touché, si elle a résonné avec quelque chose que vous vivez ou que vous avez vécu, dites-le moi. Pas pour moi. Pour toutes les autres femmes qui liront votre commentaire et qui comprendront qu'elles ne sont pas folles. Qu'elles ne sont pas excessives. Qu'elles ont le droit de vouloir mieux. Vos mots ont plus de pouvoir que vous ne l'imaginez. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre cette histoire, une amie, une sœur, une fille, une voisine, partagez cette vidéo. Parfois, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de voir qu'une autre femme a survécu, s'est relevée, a reconstruit. C'est cette preuve vivante que c'est possible qui nous donne le courage de faire le premier pas. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez continuer à recevoir ces histoires de femmes qui ont choisi de ne plus accepter l'inacceptable. Des histoires de dignité retrouvée, de force découverte, de vie reconstruite. Parce que nous avons toutes quelque chose à apprendre les unes des autres, et nos expériences, quand nous les partageons, deviennent des outils de transformation. La vie m'a appris qu'il n'y a pas d'âge pour recommencer. Pas d'âge pour dire « ça suffit ». Pas d'âge pour choisir sa propre joie plutôt que le confort des autres. J'avais 49 ans quand j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Certaines le font à 30 ans, d'autres à 70. L'important n'est pas quand, c'est que nous le fassions. Chaque jour, je reçois des messages de femmes qui me disent « Merci de m'avoir montré que c'était possible ». Mais la vérité, c'est que ce n'est pas moi qui leur ai donné cette force. Elle était déjà en elles. Tout ce que j'ai fait, c'est leur montrer qu'elles avaient le droit de l'utiliser. Et c'est exactement ce que j'espère faire pour vous aujourd'hui. Alors voilà ma question pour vous, celle que je vous laisse en terminant. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre la vie que vous méritez vraiment? Est-ce la peur, la culpabilité, l'habitude, ou simplement l'idée qu'il est trop tard pour changer? Quelle que soit votre réponse, sachez qu'elle n'est pas une condamnation. C'est juste le point de départ de votre propre transformation. Je vous attends dans les commentaires. Je lirai chacun d'entre eux personnellement. Parce que vos histoires comptent autant que la mienne. Parce que ensemble, nous créons quelque chose de plus grand qu'une simple vidéo. Nous créons une communauté de femmes qui refusent de disparaître. Prenez soin de vous. Vous le méritez bien plus que vous ne le pensez. Et n'oubliez jamais, votre valeur n'a jamais dépendu de ce que quelqu'un d'autre pensait de vous. Elle dépend de ce que vous pensez de vous-même. Et il n'est jamais, jamais trop tard pour découvrir que vous valez beaucoup plus que ce qu'on vous a fait croire. À très bientôt. Je vous embrasse fort.